Bonjour et bienvenue pour cette session de la Semaine mondiale de l'eau qui se concentre sur la question comment peut-on améliorer la sécurité et la résilience climatique avec et pour les communautés locales en appliquant l'approche Nexus. Donc nous allons discuter, découvrir la théorie, mais aussi les exemples pratiques de l'approche participative qui aborde les risques des conflits liés à l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire. Moi, je suis Suzanne Schmeier, je suis professeure associée à IHE Delft. C'est l'Institut d'éducation sur l'eau fondé par l'UNESCO. Et je vais vous guider pendant notre session aujourd'hui et je vais discuter avec vous, mais aussi avec les panélistes, comment on peut utiliser les approches participatives pour mieux engager les populations locales en adressant les conflits qui sont souvent liés à la pénurie de l'eau, l'électricité ou de la nourriture, et comment on peut avancer la coopération entre les différents acteurs autour de l'approche Nexus. Comme vous avez noté, la session se déroulera en français, mais nous avons une traduction du français vers l'anglais. Vous pouvez le trouver ou vous pouvez le chercher simplement sur le site web, donc pas dans Zoom, mais le site web de la session. Et vous allez aussi trouver un lien pour ça sur le site web. Et je vais juste le dire en anglais rapidement pour lesquels qui ont besoin de la traduction. So, welcome everyone to this session. As you have probably noticed by now, the session is in French, but if you want to have a translation from French to English, you can find that on the CV World Water Week website, so not in Zoom, but on the website. And there is a link in the chat. If you scroll down to the very end of the chat box on your right, there's a link through which you can access the English translation of today's session. On va recommencer en français. Pendant la session, vous pouvez aussi partager vos questions aux panélistes et il y a une fonction chat, ou oui, c'est une fonction chat, sur le site web de cette session. Donc, encore une fois, pas sur Zoom ici, mais plutôt sur le site web de CV pour cette session. Nous allons sélectionner quelques questions plus tard et mes collègues essaieront aussi de répondre à certaines questions dans le chat. Et vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais comme vous voulez. Mais d'abord, avant de discuter ces questions avec les panélistes, d'abord nous allons écouter le mot de bienvenue de Madame Ilaria Musetti, qui travaille pour l'Union européenne à Dakar, si je ne me trompe pas. Madame Musetti, la parole est à vous pour vos mots de bienvenue. Merci, merci. Vous pouvez m'entendre? Oui, mais pas très bien. Malheureusement, ça c'est le mieux qu'on peut faire avec la connexion. On a des soucis de connexion. C'est OK. Si vous êtes vraiment très proche de l'ordinateur, c'est mieux. Oui, c'est bon comme ça. Madame la modératrice, chers panélistes, chers participants, c'est un plaisir d'être virtuellement ici avec vous à l'occasion de cette session de la Semaine mondiale de l'eau, dédiée au sujet de la sécurité et de la résilience climatique dans un contexte fragile. Comme vous le savez bien, l'eau est au cœur des engagements inscrits dans le New Green Deal de l'Union européenne. Sa politique étrangère et de sécurité est aussi fermement engagée à prendre systématiquement en compte l'eau, ainsi que d'autres risques climatiques et environnementaux, et intégrant systématiquement la protection des ressources naturelles et de l'environnement dans la boîte utile d'analyse des conflits. Dans ces contextes, le Nexus eau, énergie et sécurité alimentaire, dont nous allons parler aujourd'hui, est un pilier de la résilience climatique mentionné tout à l'heure. Nous savons tous que la région du Sahel est considérée comme l'une des plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Avec des précipitations très fluctuantes ainsi que des inondations et des sécheresses plus fréquentes, les conséquences de l'insécurité hydrique, énergétique et alimentaire sur la stabilité et la paix sont de plus en plus visibles et malheureusement pèsent lourdement sur la vie des populations locales. Comme de nombreux moyens de subsistance dépendent de l'agriculture pluviale ou des ressources principaux des bassins, la pénurie et la concurrence pour les ressources s'intensifient. Dans une zone déjà
sujets à des conflits, il est indispensable donc de renforcer la résilience des communautés afin de réduire le nombre de conflits et aspirer à un paix durable. Cependant, ces dernières années, nous avons été témoins d'une dynamique des conflits qui semble sans arrêt dans de nombreux pays subsahariens, également touchés par l'impact de la pandémie mondiale, ainsi que plus récemment aussi par les conséquences de la crise alimentaire causée par la guerre en Ukraine, qui est venue exacerber davantage la situation. Comment faire face à cette situation? Nous sommes convaincus que des processus participatifs sont nécessaires pour que les communautés résilientes au changement climatique puissent gérer leurs ressources naturelles et leur écosystème de manière durable. C'est pourquoi nous avons besoin que les communautés locales aient une vision partagée des défis auxquels elles font face et approuvent ensemble les actions susceptibles de les appuyer le plus efficacement. Un tel processus repose sur une compréhension commune de la situation, qui passe notamment par une clarification de l'ensemble des facteurs qui interagissent entre eux, sources de conflits liés aux ressources naturelles, au changement climatique ou des questions de gouvernance. Ces processus permettent souvent une réflexion sur la gouvernance des ressources locales et favorisent l'instauration d'un climat de confiance entre les parties prenantes. Lorsque nous partons du processus participatif, il est évident que nous devons prendre en compte les besoins des groupes vulnérables. Les communautés locales, y compris les femmes et les jeunes, doivent s'approprier du processus de planification et être impliquées depuis le début. En considérant qu'il n'existe jamais des solutions uniques pour le maintien de la paix, et c'est là-bas pour les sociétés hétérogènes d'Afrique subsaharienne que pour le reste du monde, chaque effort doit tenir compte du contexte spécifique. Les efforts de prévention des conflits, de médiation, de consolidation de la paix menés par les populations elles-mêmes doivent être encouragés, car les acteurs locaux sont toujours mieux placés pour résoudre durablement les conflits. En réalité, la mise en œuvre d'une telle approche intégrée est tout sauf facile. C'est pourquoi il est important aujourd'hui d'entendre l'expérience et l'approche du projet Frexus, financé par l'instrument des politiques étrangères de l'Union européenne et par les gouvernements allemands. Le projet vise à l'amélioration de la sécurité et à la résilience climatique dans des contextes fragiles, à savoir le Mali, le Niger et le Tchad, à travers le nexus eau, énergie et sécurité alimentaire. L'année dernière, déjà dans le cadre de la Semaine mondiale de l'eau, ces projets et ces partenaires avaient présenté un système d'alerte précoce pour prévenir les conflits liés aux ressources naturelles et échanger sur les défis de l'utilisation de ces types d'outils par les décideurs de la mise en œuvre des actions concrètes. Dans un souci de continuité, il sera ici question de mieux comprendre une approche au niveau local qui évalue les liens complexes mais supposés entre les ressources naturelles, les effets négatifs du changement climatique et les conflits manifestes. La clé ici est de voir comment cette meilleure compréhension soit mise au service des décideurs, locaux et nationaux, comme des communautés locales, et ce, afin d'identifier et de mettre en œuvre conjointement les mesures les plus efficaces, tout en atténuant les effets négatifs potentiels. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. La complexe gestion durable et pacifique des terres, des ressources et des écosystèmes passe par là. Je voudrais conclure en réitérant l'engagement de l'Union européenne à continuer à travailler avec tous ses partenaires au niveau international et national et local, afin de pouvoir parvenir à une gestion plus durable et plus pacifique des ressources vitales essentielles telles que l'eau, afin de prévenir les conflits et préserver une paix durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Hilary, pour ces mots de bienvenue, mais également aussi pour avoir souligné l'importance de l'eau et des ressources naturelles et les ressources connectées à l'eau pour la paix et pour la stabilité, notamment dans le Sahel, mais notamment aussi dans le contexte global dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, un contexte certainement pas facile. Nous sommes très heureux que l'Union européenne soutient le projet Frexus et son travail avec aussi le gouvernement de l'Allemagne. Avant d'écouter au keynote, je veux juste vous rappeler que vous pouvez poser des questions sur le chat, sur le site web, donc pas dans Zoom, mais sur le site web de l'événement que vous trouvez sur le site web de CIVI. Donc, si vous avez des questions plus tard pour les panélistes, mais aussi plus généralement sur le projet Frexus ou le travail ou le processus de la participation des communautés locales, vous pouvez les poser dans le chat. Mais pour le moment, et j'espère que ça va aller bien, mais pour le moment, nous allons écouter la présentation du professeur Lavali Dambo de l'Université Abdou Moumouni à Niamey, au Niger,
qui va partager ses idées sur les processus participatifs et leur rôle dans l'aménagement des ressources naturelles, dans une manière qui bénéficie pas seulement les ressources et l'environnement, mais aussi les populations locales. Donc, professeur Lavallée-Dambeau, la parole est vous. J'espère que tout marche bien avec la connexion Internet. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Je suis très heureuse. Merci. C'est aujourd'hui un plaisir pour moi de partager avec vous la petite expérience qu'on a menée au Niger dans le cadre du projet Frexus. Cette expérience qui vise à mettre en place un outil permettant aux décideurs d'agir en matière de gestion des ressources naturelles dans un contexte de conflit. Suivante. Alors, parlant des ressources naturelles, nous sommes dans un contexte sahélien où la pression sur les ressources est assez importante. Et nous savons que des liens forts existent entre l'eau, l'énergie et l'alimentation. Et les ressources en eau, en énergie et d'alimentation sont la base du fonctionnement de nos sociétés, que ce soit pour les activités économiques ou pour les activités sociales. Le lien entre l'eau, l'énergie et l'alimentation est crucial pour toutes les activités économiques de la région sahélienne, que ce soit pour l'agriculture, l'élevage, la pêche ou d'autres activités connexes. Cependant, ce qu'on constate aujourd'hui, ces ressources font face à des pressions croissantes. Nous avons dans la zone sahélienne une triple pression. Il y a d'abord la pression démographique, avec des taux d'accroissement dépassant les 3% pour le Niger. Il y a aussi la pression pastorale liée à l'accroissement du cheptel. Dans la zone où le projet Frexus a travaillé au Niger, la charge pastorale est extrêmement importante. Et nous avons, à côté de ces deux pressions, démographique et pastorale, les effets néfastes du changement climatique. Ces trois pressions viennent engendrer une dégradation progressive des bases productives des populations. Ça veut dire que fragilise, si vous voulez, les ressources naturelles, donc mettre les populations dans des situations de stress. Dans certains cas, ces pressions multiples donc, entraînent une utilisation concurrentielle de la ressource, que ce soit la ressource eau, que ce soit la ressource végétale, que ce soit la ressource foncière. Et cette pression peut engendrer des conflits potentiels. Dia suivante. Alors, c'est face à ce contexte de conflits plus ou moins permanents, de pressions diverses, que la nécessité de trouver des outils pour aider les décideurs s'est imposée. Alors, ces outils-là doivent aider à gérer des conflits potentiels. Ils doivent aider à avoir une gestion des ressources qui prennent en compte les liens complexes avec la sécurité. Et pour ce faire, il y a la nécessité de passer par des analyses systémiques qui permettent de comprendre les liens complexes entre différents facteurs interagissant ensemble sur le milieu. Et au Sahel, nous savons que les facteurs liés au conflit sont assez multiples. Ils proviennent de différentes sources. Et pour pouvoir comprendre, si vous voulez, ce système, une analyse systémique multisectorielle est nécessaire. Elle permettra de comprendre les facteurs avec leurs causes et leurs conséquences, de voir les liens qui interagissent et progressivement essayer de décortiquer ce système complexe pour avoir une compréhension globale qui permette aux acteurs de prendre de bonnes décisions. Donc, ces outils que le projet Frexus compte développer peuvent aider les acteurs à prendre des mesures conjointes et informées. Ça veut dire qu'à travers un processus participatif depuis la base. Ces outils permettent aussi d'évaluer, si vous voulez, la situation afin d'améliorer la compréhension des liens entre la sécurité de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de la paix. Ces outils existent à différentes échelles. Ça veut dire qu'on peut les mettre à l'échelle locale, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Donc, ils sont adaptés, si vous voulez, au contexte local sur lequel le projet Frexus compte travailler. Diapositive
suivante. Ainsi donc, au Sahel, comme partout ailleurs, des millions de personnes dépendent des ressources naturelles pour leur activité économique. Et on sait très bien qu'au Sahel, les secteurs primaires, donc l'exploitation de la terre, l'exploitation du bois, l'exploitation de l'eau, constituent les bases de l'économie sahélienne, puisque nous sommes dans des zones où l'industrialisation n'est pas assez développée. Alors, les conflits qui peuvent provenir de l'exploitation ou de la mise en valeur de ces ressources-là, qui le plus souvent, de manière classique, opposent des groupes d'acteurs qu'on qualifie à tort ou à raison d'agriculteurs et d'éleveurs. Moi, à ce niveau, je préfère le terme de agro-pasteur, qui est le terme le plus correct pour la situation sahélienne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éleveurs purs au Sahel, il n'y a pas d'agriculteurs purs, mais il y a des agro-pasteurs. Donc, les conflits qui opposent ces communautés-là augmentent au fil du temps. Et les tensions deviennent de plus en plus récurrentes. D'où la nécessité de trouver des mécanismes de gestion et de prévention de ces conflits. C'est là où le projet FEXUS veut intervenir à travers le développement des outils qui sont des outils qui privilégient la participation des acteurs à la base. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver des moyens pour résoudre pacifiquement des conflits sociaux entre des groupes de population. Ces conflits qui sont le plus souvent causés ou exacerbés par les effets néfastes du changement climatique dans des zones fragiles comme le centre du Sahel occupé par le Mali, le Niger et le Tchad. Et je l'ai dit que ces conflits qui sont exacerbés par les changements climatiques ont des origines diverses. J'ai parlé de la pression démographique, j'ai parlé de la pression pastorale. Donc, si vous voulez, c'est les trois pressions qui se mettent ensemble et qui impactent sur la vie des populations et qui engendrent ces conflits. Mais en dehors de ces trois facteurs, il y a un grand facteur qui est la gouvernance. La faiblesse de la gouvernance rurale au niveau de ces pays constitue un facteur catalyseur des conflits. Parce que, si vous voulez, le système de gestion des ressources naturelles qui est mis en place n'arrive pas à se mettre en œuvre parce que la gouvernance a toujours des défaillances, parce qu'on n'arrive pas à appliquer les textes qu'on s'est librement choisis pour gérer le monde rural. Et ça constitue un facteur important sur lequel il faut agir quand on veut gérer les ressources naturelles, quand on veut aller vers la prévention ou la solution des conflits. Bien suivante. Alors, le développement de l'outil s'est déroulé de la manière suivante. Il s'agit d'une co-création avec les parties prenantes. Les parties prenantes ici comprennent les populations locales. Elles prennent leurs représentants en termes de représentants des producteurs, des agropasteurs. Elles prennent en compte la société civile. Ces parties prenantes comprennent aussi les collectivités territoriales, donc les instances de décision, les services techniques qui sont chargés d'appuyer les communautés à la base dans la mise en œuvre des actions de développement. Ça prend en compte aussi ce qu'on appelle chez nous la chefferie traditionnelle, la chefferie coutumière, donc le chaînon, si vous voulez, local de l'administration territoriale. C'est l'ensemble de ces acteurs-là qui se sont mis ensemble pour co-développer ces outils avec l'appui, si vous voulez, des techniciens qui sont réputés et qui ont la compétence pour pouvoir modéliser les informations qui sont issues des acteurs locaux vers le développement de l'outil. Donc, cette co-création permet une prise de conscience d'abord au niveau local, au niveau des acteurs impliqués. Elle permet d'alimenter des espaces de dialogue entre acteurs, ce qui est très positif dans la compréhension des problèmes complexes, mais elle contribue aussi à une compréhension commune grâce à une recherche conjointe des facteurs et relations. Parce que toutes les informations qui ont été collectées au niveau de la base ont été partagées, discutées en atelier, et ce sont les participants aux différents ateliers, si vous voulez, qui montrent les liens de cause à effet entre les différents facteurs et qui permettent cette fois-ci aux modélisateurs d'aller de l'avant dans la co-construction de l'outil. Donc, dès la base, les populations locales donc, ont été impliquées. Les acteurs locaux ont été impliqués dans la construction de l'outil, ce qui fait que c'est quelque chose qui est
partagé, donc qui sera beaucoup plus internalisé par les acteurs. Et c'est ça, si vous voulez, l'innovation apportée par le projet Frexus. C'est cette démarche participative depuis la base et avec des allers-retours, parce que tout ce qui est conçu est revenu partagé aux acteurs et ils donnent leurs amendements qui sont pris en charge par les modélisateurs. Cette approche novatrice, si vous voulez, a permis d'aboutir à des outils qu'on va voir un peu plus loin dans la présentation. Dia suivante. Dia suivante. Voilà. Donc, voilà un peu la démarche, comment elle est résumée ici. Donc, depuis les besoins en information donc, qui sont l'œuvre des parties prenantes, hein, donc les informations, une fois collectées, elles vont passer, si vous voulez, dans un moule qui va les analyser. Et puis après, les modélisateurs vont concevoir une première ébauche de l'outil. Cette première ébauche-là, elle est partagée, si vous voulez, au niveau des acteurs à travers des ateliers, donc ce qui permettra d'améliorer donc la qualité de l'outil et ainsi de suite. Ce processus-là, donc, qui met si vous voulez, en interaction les acteurs locaux, les co-modérateurs et les co-développeurs, si vous voulez, a permis d'aboutir à un outil qui sera beaucoup plus facile d'accès aux acteurs. Dia suivante. Alors, ce processus de développement conjoint, si vous voulez, a permis de présenter des informations qui permettent, si vous voulez, un fonctionnement d'un système. C'est-à-dire qu'on a abouti à ce qu'on appelle ici des boucles causales. C'est-à-dire que tous les facteurs ont été énumérés, ils ont été discutés en atelier et ont été classés par thématique. Chaque thématique avec ses acteurs, ces facteurs plutôt interliés de cause à effet, avec une certaine priorisation pour savoir quels sont les acteurs qui impactent sur les autres, et ainsi de suite. Et ces interrelations nous ont permis, avec les modélisateurs, d'aboutir à une boucle causale globale qui permet, si vous voulez, de voir l'enchaînement des interactions qui permettent de comprendre comment les conflits surgissent et d'où est-ce qu'on part pour aboutir, si vous voulez, au déclenchement des conflits. Quelles sont les sources potentielles qui permettent d'arriver au conflit. Donc, cette boucle causale-là, si vous voulez, elle a permis d'avoir des informations sur les principaux problèmes parce qu'elle permet de disséquer, de montrer les interrelations entre les facteurs. Elle permet de voir les causes et les conséquences, donc des différents facteurs qui causent les conflits. Et tout cela s'est fait en atelier. Excusez-moi, Monsieur Lavallée, je suis désolée, mais est-ce que vous pouvez arriver à une fin bon, dans 1 minute, 2 minutes maximum? Merci beaucoup. Voilà, donc c'est cela qui a été intégré dans cette boucle causale, donc qui permet de voir, si vous voulez, comment les facteurs sont interliés. Dia suivante. Voilà, ça c'est un exemple d'une boucle causale et avec une image des acteurs qui sont en train d'amender le travail fait par les modélisateurs. Dia suivante. Alors, la boucle causale étant un outil complexe, difficile à partir duquel on peut difficilement prendre des solutions, donc les modélisateurs ont simplifié. On est parti des données donc, quantitatives sur les conflits, sur le climat qu'on a récolté sur le terrain, sur l'occupation des sols, sur le rendement agricole et fourrager, auxquels on a ajouté des données qualitatives, donc basées sur la pondération de certains facteurs de conflit, après les consultations avec les parties prenantes, pour arriver à un tableau de bord qui va faciliter la prise de décision. Dia suivante. Donc, ce modèle a permis d'aboutir à un tableau de bord à partir duquel les acteurs peuvent toucher sur des boutons et puis agir sur les facteurs de conflit, agir sur les facteurs qui peuvent ou faciliter, si vous voulez, la prise de décision, qui permettent de comprendre quel est le facteur, si on agit sur lui, les conflits peuvent être amplifiés ou peuvent être résolus. Donc, ça, c'est un outil qui permet facilement aux acteurs de se débarrasser de la boucle causale qui est très complexe, mais d'avoir quelque chose d'assez soft qui leur permet facilement de comprendre
si vous voulez, à travers un tableau de bord, donc avec des boutons, c'est interactif. On l'a testé en atelier. La suite. Et ce tableau de bord, donc, il présente les résultats des modèles, il permet de montrer l'impact des scénarios et des interventions, que ce soit sur l'hydrologie, que ce soit sur les moyens de substance, que ce soit sur les risques de conflits liés au nexus eau, énergie, sécurité alimentaire. Et son objectif, c'est qu'il doit être utilisé par les parties prenantes pour visualiser les informations pouvant être utilisées pour éclairer les décisions sur l'allocation des ressources, par exemple, ou la prévention des conflits. Voilà donc le processus qui a permis de co-créer ces outils avec les parties prenantes. Donc, le temps ne nous permet pas d'aller dans les détails, mais vous voyez, on a commencé en juillet 2021 et puis on a fini pratiquement en août 2022. Dia suivante. Voilà donc un exemple de boucle causale au Mali, au Niger et au Tchad. Dia suivante. Et ce processus donc a permis d'arriver à, si vous voulez, des plans d'action. Donc, à partir des résultats issus de la phase de diagnostic dans les zones pilotes, une approche de dialogue autour des facteurs de conflit avec les différentes parties prenantes a été initiée. Et cela, donc, cette approche a permis de créer des espaces de dialogue entre les différents acteurs de conflit pour qu'ils s'identifient et discutent des leviers durables de paix qui permettront de transformer ces facteurs de conflit en opportunités de développement. Donc, le plan d'action qui a été soumis pour le cas du Niger aux acteurs lors du dernier atelier, donc, a permis aux gens de s'approprier toute cette démarche-là qui peut être mise à l'échelle, aux différentes échelles locales, régionales ou nationales. Dia suivante. Et en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que les données et les outils ne sont pas un objectif, mais elles peuvent aider les parties prenantes pour soit échanger des informations, soit créer une prise de conscience partagée de la situation ou créer une dynamique de dialogue sur les actions concrètes à mettre en œuvre. Donc, par conséquent, cette co-création participative d'outils a été intégrée dans une approche du projet Frexus. Et en tant qu'universitaire, moi, ma participation à ce travail m'a permis de voir sur quel angle je peux l'utiliser dans mon travail de chercheur, de formateur, parce que je coordonne un master professionnel en aménagement du territoire et cette démarche du projet Frexus, donc, qui a abouti à cet outil-là, nous, on peut la partager dans nos cours, on peut l'utiliser dans nos cours parce qu'elle permet d'aller en profondeur dans les diagnostics territoriaux que nous menons dans cette filière aménagement du territoire et développement durable. Voilà donc quelques éléments que je voulais partager avec vous et je suis à votre disposition pour des éclairages ou des questions d'explication. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, monsieur professeur Lavali Dambo. Merci pour expliquer en plus de détails aussi le projet Frexus et ce que le projet Frexus en partenariat avec le OP Sécurité fait dans la région du Sahel. Mais aussi merci de souligner l'importance de la gouvernance notamment et dans tous les niveaux, y inclut le niveau local qui est beaucoup, ou qui est très important, mais où il y a aussi beaucoup des enjeux de gouvernance. C'est en fait exactement dans ce contexte que le projet Frexus aime à faire une différence, à contribuer à un processus qui assure que les populations locales sont inclus dans les décisions sur la gouvernance des ressources. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a maintenant beaucoup de matière à réflexion pour discuter dans encore plus de détails les processus participatifs dans le contexte des aménagements soutenables des ressources en eau, électricité, énergie et sécurité alimentaire. Et comment on peut utiliser ces ressources pour maintenir ou promouvoir la paix et pour veiller à ce que la voix de toutes les populations locales soit entendue. Je vais d'abord vous présenter les panélistes et après je vais poser des questions aux panélistes, mais n'oubliez pas de aussi poser vos questions dans la fonction chat sur le site web. Nous allons sélectionner les questions plus tard pour les poser aux panélistes. Donc, avec moi aujourd'hui, on a Audrey Lega. Audrey travaille pour Deltares. Deltares est une des partenaires dans le partenariat eau, paix et sécurité. Et Audrey est aussi un des moteurs du travail de partenariat WPS dans le Sahel et dans notre projet avec la GIZ. Bienvenue Audrey. Nous avons aussi M. Jean Abdias Compaoré.
spécialiste de l'environnement avec l'autorité du bassin du Niger, qui connaît le contexte régional très bien, notamment aussi le rôle que les organismes du bassin peuvent avoir dans l'aménagement des ressources en eau dans un contexte frontalier, mais évidemment aussi très important pour le contexte régional, local. On a aussi Madame Aminta Tina-San, maire de la commune de Farai au Niger, et qui est, je pense, la meilleure personne pour partager des informations sur le contexte local, le contexte maintenant au Niger. Et il nous manque un panéliste, ça sera Monsieur Maïga. Il ne peut malheureusement pas joindre pour le moment à cause d'une connexion Internet qui n'est pas très bonne, mais on va voir si peut-être plus tard, il peut encore nous joindre. Mais pour le moment, je vais commencer la discussion avec mes panélistes, avec Madame Hassan. Moi, je serais très curieux de savoir plus sur les derniers développements à faire. Qu'est-ce qui se passe en matière de ressources en eau, énergie, sécurité alimentaire, mais aussi le contexte sécurité et paix autour de ça. Peut-être vous pouvez élaborer un peu sur la situation, notamment sur l'eau et la sécurité. La parole est à vous. On ne vous entend pas maintenant? C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Merci, Madame Suzanne. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je suis Madame Hassan Aminata Atenine. Je suis maire de la commune rurale de Farai. Farai, c'est une commune du département de Dosso, région de Dosso. Donc, on est situé à presque 200 km de la capitale qui est Niamey. Donc, c'est une commune qui est vraiment vaste, grande, et sur une étendue de 911 km² avec une population de 40 300 habitants au recensement de 2012. Donc, ce qui fait que depuis 2012, on est à 40 000. Maintenant, ça a même doublé. Donc, j'ai 50 villages administratifs dans ma commune et j'ai 4 tribus Peul. Et les activités pratiquées dans ma commune, et surtout l'agriculture et l'élevage, c'est une zone d'agriculture et c'est une zone aussi d'élevage. Et il y a aussi l'insuffisance de l'eau. Donc, ça fait que dans ma commune, l'insuffisance de l'eau que j'ai dans ma commune, donc ça amène à beaucoup de problèmes sur les problèmes d'ethnie, des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, vu la seule ressource qu'on partage et que c'est insuffisant, donc c'est ça qui fait que j'ai toujours des problèmes entre les deux, l'agriculture et l'élevage, les agriculteurs et les éleveurs, parce que c'est les mêmes points d'eau qu'on utilise. Les éleveurs utilisent pour abreuver leurs animaux. La population aussi, c'est là-bas qu'ils utilisent pour vraiment avoir l'eau pour boire. Donc, ça donne beaucoup de tensions au niveau de ma commune. Donc, mais avec l'arrivée du projet Frexis, vraiment, je vis un grand changement parce que le projet Frexis a organisé des dialogues avec la population et les autorités locales de la commune. Donc, on avait fait beaucoup de dialogues avec la population, on avait amené la population à travers ces dialogues à parler de leurs problèmes, des inquiétudes qu'on a dans la commune, donc des tensions. Donc, à travers les dialogues, donc,
on a fait amener les groupes des agriculteurs, des éleveurs, donc autour d'une même table et discuter avec les autorités. Donc vraiment, et avec ces dialogues, à travers ces dialogues-là, on a pu avoir beaucoup de conciliation, beaucoup d'entente entre les agriculteurs, les éleveurs. Donc, je vous ai parlé au début que ma population, c'est la population de ma commune, c'est constituée en agriculteurs et en éleveurs. Donc, à travers ces dialogues, on avait fait asseoir ces deux groupes d'agriculteurs et éleveurs pour les écouter. Ils ont manifesté les problèmes qu'ils rencontrent autour de ces points d'eau. Donc, avec l'arrivée du projet Frexis, à travers ces dialogues-là, donc, on a pu résoudre beaucoup de problèmes parce qu'on avait écouté ces pauvres populations. Ils ont pu parler des problèmes qu'ils ont entre eux, les deux groupes. Donc, à travers ces dialogues aussi, on a pu vraiment avoir des consolidations entre les deux groupes, ce qui fait qu'avec le projet, on a même arrivé à signer des PV de conciliation parce qu'il y avait vraiment une tension dans la commune avant ces dialogues-là. Donc, après les dialogues, on a même fait des PV de réconciliation entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, ce qui fait que vraiment aujourd'hui dans ma commune, c'est la tension qui régnait avant les années antérieures. Donc, vraiment, aujourd'hui, ça a calmé. Ça a beaucoup changé dans ma commune à travers ces dialogues. Donc, les agriculteurs ont compris que les éleveurs, ils devraient vivre ensemble, ils devraient partager ces ressources ensemble et que, voilà, donc, vraiment, ça a beaucoup changé ma commune avec ces diagnostics et ces dialogues que Fressis avait organisés. Maintenant, quand tu vois des agriculteurs avec les éleveurs, ils s'assoient sur la même table, ils discutent, ils font tout ensemble dans ma commune. Vraiment, ça a changé ma commune. Mais avant ces dialogues, avant ces PV de conciliation, surtout en ces moments-ci qu'on est, au moment de la saison pluvieuse, parce que c'est le moment des tensions dans les zones rurales, avec les agriculteurs qui viennent de s'aimer, les mules sont là et les éleveurs sortent avec leurs troupeaux. Donc, vraiment, c'est les moments de conflit. Dans les années antérieures, en ces moments-ci, chaque fois, chaque semaine même, ils font des bagarres jusqu'à vraiment des morts. Mais cette année, vraiment, on a vu une différence nette, quoi. Qu'il n'y avait pas eu des morts, il n'y avait pas eu des bagarres agriculteurs et éleveurs. Donc, je pense que ils ont compris, et la population a compris, les deux groupes ont compris qu'ils ne sont pas des ennemis, ils devraient vivre ensemble et cohabiter et partager ces ressources qui sont entre eux, donc que les deux clans devraient utiliser ça ensemble, sans bagarre. Et tout ça là, c'est à travers les dialogues des Frexis que Frexis avait aidé à organiser dans ma commune, qui a fait baisser la tension et qui a fait revenir ces populations, ces deux groupes à s'attendre, à se supporter, à vivre ensemble. Donc, et sur la question de l'eau aussi, toujours sur la question de l'eau, il y a l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les zones rurales. Comme pareil,
sont les plus difficiles en raison de l'éparpillement des habitations, de la prédominance d'une économie basée sur l'agriculture et les ressources en eau limitées, ce qui pose des problèmes pour la fourniture d'infrastructures. La plupart des infrastructures d'eau existantes sont des systèmes décentralisés de points de collecte d'eau communautaire. Ces systèmes d'infrastructures sont également tombés en raison des limitations techniques. Donc, financièrement et la gestion. Donc, la plupart... OK, peut-être je veux... bon, je ne veux pas interrompre ici, mais je pense qu'on peut peut-être demander une autre question plus tard, parce que pour le moment, je le trouve très intéressant que vous avez dit, et merci pour partager vos expériences dans la région, mais aussi avec le projet Frexus. Et bon, nous sommes très heureux d'apprendre qu'il y a déjà un changement, un petit changement, et qu'il y a plus de dialogue entre les différents utilisateurs. Ça, c'est vraiment très bon. Mais je comprends aussi qu'il est, bon, il est important d'inclure les populations locales, mais je comprends aussi qu'il n'est pas facile de le faire. Hein. Et ça, c'est ma question pour Audrey. Nous avons compris qu'il n'est pas facile d'inclure les populations locales, notamment dans un contexte assez complexe. Donc, est-ce que peut-être tu peux décrire un peu comment on peut mieux inclure les populations locales dans l'analyse, dans vraiment l'analyse qui est assez scientifique de lien entre l'eau, l'énergie, la nourriture de l'un côté et la sécurité et la paix de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que sont les processus qu'on a pour le faire dans une manière effective? Audrey. Merci, merci Suzanne, et merci aussi à Monsieur Lawali et Madame la maire pour partager aussi la façon dont eux ont perçu ce processus. Alors, impliquer les populations locales, oui, c'est pas quelque chose qui est facile, mais en même temps, et ça a été souligné dans le mode bienvenue, où Madame Hilaria a aussi mentionné que les acteurs locaux en fait sont aussi les mieux placés pour pouvoir résoudre les conflits. Et donc je pense qu'on peut essayer de se pencher de manière scientifique sur les liens entre l'eau, les ressources naturelles et la sécurité. Mais dans ce cas-ci, ce qui était intéressant, c'était vraiment de laisser les populations et les représentants des populations y réfléchir eux-mêmes. Et ce qu'on a vraiment essayé de faire, en fait, c'est de ne pas, de laisser en fait les populations locales, les acteurs locaux qui connaissent la situation le faire eux-mêmes, mais de proposer une méthodologie qui permettait de structurer le dialogue. Pour ne pas simplement pouvoir se rassembler et discuter quels sont les problèmes et solutions, parce que souvent on en reste là, les problèmes, c'est mon problème, c'est ton problème, qu'est-ce que c'est la solution? Ici, on a vraiment essayé de proposer une méthode participative dans le sens où on est parti de cette idée du diagramme de boucle causale pour vraiment réfléchir aux facteurs, quels sont les différents facteurs, comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres, et de faire ça effectivement avec les différents groupes qui sont connectés au système. Et donc, je pense qu'ici, la méthode participative, elle a vraiment été facilitée par les méthodologies qui ont été proposées. Mais qui ont été proposées aux acteurs locaux, dans le sens où on a débuté en fait le processus avec une formation. On a défini différents groupes, donc les experts plutôt internationaux pour faciliter un peu ce processus, mais surtout au niveau local, une équipe de co-modérateurs qui a vraiment tiré en fait tout ce processus, ils ont été régulièrement en contact avec nous et avec les populations. Et puis une équipe qu'on a appelée plus les co-développeurs, et ça s'est vraiment inscrit sur le long terme, et je pense que ça, c'était important aussi. Monsieur Lawali l'a mentionné, c'est quelque chose qui a commencé déjà l'année dernière. Ça fait 1 an, aussi bien au Mali, au Niger et au Tchad que ces dialogues ont lieu.
à travers différentes phases du projet, à travers différents outils aussi. Ça a été mentionné, les diagrammes de boucle causale, les tableaux de bord, etc. Et donc, je pense que cet aspect de long terme, cet aspect aussi de facilitation au niveau local avec un certain appui grâce à ces méthodologies et l'engagement aussi des parties prenantes, où dans les 3 pays, il y a eu aussi les mêmes acteurs qui revenaient régulièrement. Parfois, on a utilisé des groupes plus petits, parfois, on a eu d'autres groupes de discussion, des réunions bilatérales, et donc il y a eu une certaine flexibilité aussi sur cette approche participative. On n'a pas défini un plan dès le début, mais on a essayé vraiment d'avoir cette flexibilité en fonction de ce qui était nécessaire pour chacune des 3 régions. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un processus qui est facile à mettre en place, mais cet engagement sur le long terme et surtout cette structure du dialogue autour d'outils et de méthodologies est quelque chose qui peut faciliter l'implication des populations locales. Merci beaucoup Audrey. La prochaine question est pour M. Compaoré de l'autorité du bassin du Niger. Et ma question sera, bon, vous étiez aussi impliqué dans les processus participatifs et moi, je serais curieuse de savoir, que pensez-vous, quel est l'effet du processus participatif? Quelle est la valeur ajoutée spécifiquement dans les contextes fragiles? Quel rôle pour les processus participatifs, notamment dans les contextes fragiles sur le niveau local, mais aussi sur le niveau régional, le bassin du Niger? Monsieur Compaoré. Merci, Madame, pour nous donner l'opportunité d'intervenir à ce panel. Et merci à mes prédécesseurs aussi qui ont déjà ébauché pas mal d'aspects. Sinon, l'autorité du bassin du Niger est une des plus vieilles organisations sous-régionales dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Et notre approche de planification va du bas vers le haut, du local vers le régional. Donc, du coup, l'approche du projet Frexus apporte vraiment quelque chose d'important dans notre système, dans la mesure où ce qu'on constate comme effet de ce processus-là, c'est que on a constaté une certaine dynamisation des mécanismes déjà existants de gestion des ressources naturelles, de l'espace, des conflits et des questions d'adaptation au changement climatique. Et ceci a été possible grâce aux résultats, recommandations, résolutions issues des différentes sessions de concertation, comme l'a dit tantôt Madame le maire, sur une base d'analyse diagnostique conjointe des causes, manifestations, conséquences ou impacts des conflits, mais aussi en intégrant, comme je l'ai dit tantôt aussi, les questions d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est vraiment un apport important pour nos méthodes, nos mécanismes de diagnostic et de planification. Et aussi, cet effet de dynamisation des mécanismes de gestion a été rendu possible grâce à la compréhension commune, la prise de conscience accrue des acteurs et leur volonté de mieux gérer leur développement local. Et on a senti ça tout au long du processus. Et ça aussi, c'est un bon point qu'on a noté et qui devrait aller vraiment, j'allais dire, qui allait nous apporter beaucoup de choses quand on va faire la capitalisation et quand on va essayer de répliquer ça dans d'autres zones.
Et Merci. la valeur ajoutée. Oui, oui. Une minute peut-être maximum pour la valeur ajoutée. D'accord, OK. La valeur ajoutée du processus, c'est l'instauration d'un dialogue intersectoriel multipartite autour des conflits, qu'ils soient ouverts ou latents, et des incidences du changement climatique. C'est aussi la recherche de solutions consensuelles, durables, à travers une démarche participative, inclusive, systémique, holistique et intégrée, comme l'a si bien démontré professeur Lawali. Merci. Merci, merci beaucoup. Je vais d'abord maintenant prendre une question qui vient du chat parce que c'est un peu lié à une question que j'ai pour Madame Attine plus tard. Mais d'abord, Audrey, je voudrais savoir, en fait, c'est pas moi qui veux le savoir, mais c'est une question dans le chat. Quelle sorte de données ou des informations avez-vous collectionnées pour les ateliers? Et avec quel outil technique? Et ça, c'est aussi un peu lié à la question que j'ai plus tard pour Madame Attine. Est-ce que les données sont acceptées par tous les groupes autour de table? Donc peut-être Audrey d'abord et après Madame Attine. Oui, alors, au niveau des données qui ont été utilisées, bon, parfois il a fallu faire preuve un peu pas d'imagination, mais de créativité aussi, parce qu'évidemment, ce n'est pas une zone où on a un accès facile aux données, et c'est parfois des données aussi qui sont limitées, donc on n'a pas des données au niveau annuel, on n'a pas des données au niveau géographique très précis. Mais on s'est basé sur différentes bases de données qui existent, sur différentes études qui ont été conduites par le passé, par Deltares et par d'autres instituts. Les acteurs locaux ont aussi été très proactifs dans la recherche des données qui existent aussi au niveau local. Et donc, je pourrais dire qu'on s'est basé sur 3 types de données différentes. Donc, tout d'abord, des modèles liés à l'hydrologie. Alors, pour certaines régions, on s'est aussi basé sur ce qu'on appelle les modèles basés sur les agents qui permettent en fait de modéliser les différentes réactions qui peuvent être attendues par différents groupes. On a divisé dans ce cas-ci aussi le groupe agropastoral, les pêcheurs. Et donc, on a en fait fait tout un travail au niveau local à essayer de comprendre quelles sont en fait les règles, qu'est-ce qui va se passer s'il y a cette situation, comment est-ce que la plupart des agents vont réagir, est-ce qu'ils vont se déplacer ou pas, les aspects de gouvernance. On a essayé de pouvoir prendre ça en compte aussi, donc via ce modèle basé sur les agents. Et ensuite, quand on n'avait pas suffisamment de données, on a aussi mis en place des méthodes semi-quantitatives où en fait, il y a eu et c'est toujours en cours pour le Tchad, mais notamment pour le Niger, il y a eu différents dialogues avec des acteurs locaux pour essayer de mieux comprendre aussi et quantifier les relations qui existent dans le diagramme de boucle causale. Donc, quels sont les facteurs les plus importants? Comment est-ce que ça va changer? Et donc, c'est ça qu'on a pu aussi intégrer par après dans le tableau de bord. Et au niveau de l'acceptation des données, en fait, nous, vraiment, le projet Frexus, c'était aussi, et c'est toujours des dialogues et des interactions. Et donc, il y a eu différents moments où on proposait donc une visualisation de certaines données basées sur ce que les acteurs locaux et sur ce que les dialogues au niveau local définissaient comme les besoins d'information. Et donc, c'est ça qu'on essayait de trouver. Et puis, il y a eu différentes interactions pour voir est-ce que ça correspond à ce qu'eux peuvent utiliser ou pas. Et donc, on a modifié de nombreuses fois aussi le tableau de bord pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit vraiment utile et utilisé au niveau local. Merci Audrey pour cette clarification. J'ai une question liée à ça pour Madame Attine. Et après,
j'aimerais bien que professeur Lavallée réponde à ce qu'on a dit, c'est ce que Audrey et aussi Madame Martine ont dit. Donc, Madame, l'approche Frexus qu'on a discuté met beaucoup d'importance sur l'intégration des connaissances locales, mais comme on a discuté, maintenant, c'est aussi peut-être difficile d'assurer que tous les acteurs, tous les différents groupes locaux acceptent les données et acceptent le processus. Donc, est-ce que peut-être vous pouvez décrire un peu le processus d'arriver à une compréhension commune entre les différents acteurs dans la région, sur le niveau local? Comment est-ce que vous pouvez assurer que finalement, tous les acteurs ont la même compréhension des conflits, des origines des conflits, mais aussi des solutions? Madame. Et, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, Madame Suzanne. Vous savez, en communauté rurale, ce n'est pas tout le monde qui a les niveaux de compréhension. Ils n'ont pas les mêmes niveaux de compréhension. Donc, mais c'est facile aussi de les amener à comprendre. Parce que partant de ces dialogues, de ces diagnostics que Frexus avait fait avec eux, donc on les a appelés sur une même table et tout le monde au même niveau. Donc, on les a montré que leur importance, même s'ils sont en communauté rurale, donc que vraiment ils sont importants et que leur voix aussi compte pour les amener au développement. Donc, le fait de les amener à table, discuter, les faire parler de leurs problèmes, donc ça les suffit à ce l'importance qu'on les a donnée, ça suffit à ce qu'on ait leur confiance, parce que tous les problèmes qu'on est en train de discuter, c'est des problèmes qu'ils vivent, la population, la communauté vive. Donc, ces mêmes communautés-là, on les appelle à table avec les autorités, les faire asseoir avec nos services techniques qui sont dans ces domaines même, sur une même table, les faire parler de leurs problèmes et discuter de leurs problèmes et trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est vraiment, ça les met en confiance, quoi. Ça les donne une certaine confiance de s'exprimer. Donc, je pense que c'est la manière technique qu'on a utilisée. Et ce n'est pas facile à un début, à tout début, mais ils ont finalement compris et de là, on a trouvé des ententes et de là, on a dégagé beaucoup de solutions à ces conflits. Merci, merci. C'est très intéressant d'apprendre plus sur le processus vraiment local qui est aussi, je pense, très spécifique au contexte local. Professeur Lavallée, j'aimerais bien avoir une réponse plutôt courte de vous. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça d'une perspective scientifique? Bon, moi, comme je l'ai dit dans mon exposé tout de suite, c'est que la plus-value que j'ai réussi à capter dans tout le processus Frexus, c'est que c'est cette innovation de mettre les populations locales en avant. C'est-à-dire que leur donner la parole, leur demander leurs problèmes et puis les amener eux-mêmes à exposer leurs problèmes, à trouver les causes de leurs problèmes et l'enchaînement des causes à effet des conséquences jusqu'à ce qu'on arrive au conflit. Et puis, à leur demander aussi quelles sont, à leur niveau, quelles sont les solutions possibles, quels sont les mécanismes et voies par lesquelles on peut passer pour atténuer, pour prévenir ou pour solutionner quand les conflits arrivent.
Et ça, je pense que ça a été l'expérience la plus innovante dans la démarche du projet Frexus. Maintenant, quand on arrive à la fin du processus, dans tout ce qu'on a fait comme démarche, c'est qu'il y a un facteur important que j'ai souligné, c'est le facteur de gouvernance. C'est qu'on arrivait à démontrer dans tout ce processus-là, et les populations locales sont d'accord, tous les participants sont d'accord qu'il y a des problèmes de gouvernance. Des problèmes de gouvernance importants qui font que même les solutions qui sont trouvées auront de la peine à se mettre en œuvre. C'est ça le goulot d'étranglement. Le processus Frexus a permis d'aboutir à un outil qui lui permet de comprendre le système, de décortiquer, de savoir les liens, les interactions. Mais maintenant, quand on arrive au plan d'action, à la mise en œuvre, c'est là-bas qu'il faut encore retravailler parce que c'est là-bas où le goulot d'étranglement se trouve. Comment arriver à mettre en œuvre les actions qui ont été planifiées, sachant que avant le projet Frexus, plusieurs projets ont intervenu dans la zone, plusieurs interventions ont eu lieu, mais elles ont toujours buté à ce problème de gouvernance, à cette interaction entre différents acteurs au niveau de la gouvernance qui font que parfois, même les jugements n'arrivent pas à être appliqués. Ça veut dire que s'il y a une conciliation au niveau de la chefferie traditionnelle, on a des difficultés à l'appliquer. Quand il y a un jugement au niveau du juge, même parfois, on a des difficultés à les appliquer, surtout dans cette zone de Dosso où le projet Frexus intervient. Donc, ça, c'est un peu l'appréciation globale que j'ai du processus. Mais pour moi, c'est quelque chose d'innovant, en tout cas qui a permis d'arriver à un outil dont je pense qu'il est adapté pour prévenir, pour essayer d'aller de l'avant dans la compréhension des conflits et de trouver des solutions. Et qu'on peut aussi répliquer ailleurs. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Vous avez mentionné les différents acteurs et pour le moment, on a discuté surtout les rôles des acteurs sur le niveau local. Mais évidemment, dans un contexte d'un bassin transfrontalier comme le bassin du Niger, il y a aussi des enjeux, des opportunités et des acteurs transfrontaliers. Donc, j'ai une question pour monsieur Compaoré de l'autorité du bassin du Niger. L'approche Frexus, comment est-ce qu'il peut aussi être utile sur le niveau transfrontalier et notamment qu'est-ce qu'un organisme de bassin comme l'ABN peut faire avec l'outil maintenant, mais aussi dans la future? Monsieur Compaoré. Merci, Madame Suzanne. Je peux dire que l'approche Nexus, comme il est tout nouveau, bon, à peine 2 ans, il n'est pas utilisé en tant que tel au niveau transfrontalier. Mais on a constaté qu'il y a un potentiel vraiment intéressant. Au niveau des 3 communes, pendant le processus, il a été soulevé des problèmes d'ordre transfrontalier, comme des problèmes de transhumance avec le Bénin. Et ça, bon, effectivement, bon, on pourrait plus tard voir dans quelle mesure, dans un processus qui est en train de démarrer, comment prendre en compte cette question au niveau de l'autorité du bassin du Niger. Aussi, on a une expérience d'analyse diagnostique transfrontalière des problèmes environnementaux sur l'ensemble du bassin, il y a à peu près 10 ans, qui a abouti à l'élaboration du plan d'action stratégique de l'environnement du bassin du Niger. Et on pourrait contextualiser, en tout cas, une fois qu'on s'est approprié l'approche et certains outils de Frexus, on pourrait revoir la méthodologie de cette analyse diagnostique transfrontalière de l'ensemble des problèmes du bassin. Aussi, prochainement, si tout va bien, le Conseil des ministres va adopter des lignes directrices pour l'intégration de l'approche Nexus dans le développement des projets et programmes d'investissement durable du bassin du Niger. Et là aussi, il y a un fort potentiel de bonnes perspectives d'utilisation de l'approche des outils
Et ça va permettre de renforcer le suivi d'impact, la surveillance des conflits et l'alerte des centres de décision par l'Observatoire du bassin du Niger. C'est très important, c'est des indicateurs qui sont déjà prévus de suivi et de surveillance des conflits qu'on ne savait pas comment faire, mais grâce effectivement au processus Frexus, on voit qu'effectivement on peut, à travers une organisation assez cohérente, demander comment au niveau local les gens peuvent faire remonter l'information sur les conflits, la gestion des conflits aux différents échelons nationaux jusqu'à ce que ça arrive au niveau régional. Et aussi, le processus pourra nous permettre, le processus et ces outils pourront nous permettre de bien analyser, formuler, prioriser les actions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Niger qui sera bientôt révisé. Et ça, c'est un chantier qui est vraiment important pour nous. OK, merci beaucoup. Ça, c'est en fait très intéressant et aussi l'opportunité dans le processus de schéma directeur de prendre, de connecter les différents niveaux, le niveau local, mais aussi le niveau transfrontalier. Ça me semble très intéressant. J'ai une question en fait pour deux personnes. J'ai une question pour Madame Attine et aussi Audrey Lega. Je vais commencer avec vous, Madame Attine. La GIZ et le partenariat OP Sécurité ont maintenant développé ces outils et engagé dans le processus de l'application locale depuis 2 ans, plus ou moins. Qu'est-ce que vous pensez, comment peut-on aller du développement des outils et de pilotage de ces processus vraiment à la mise en œuvre? Et dans la future, est-ce qu'on peut faire ça dans une manière soutenable? Que pensez-vous? Alors, merci à Madame Suzanne. Est-ce que vous pouvez un peu reprendre la question? Oui, bien sûr. Donc, la question, c'est, on est maintenant arrivé là où on a développé un outil, la GIZ, le partenariat OP Sécurité avec toutes les parties prenantes sur le niveau local. Donc, maintenant, on a le processus, on a les outils, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre vraiment soutenable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer du développement des outils vraiment à la mise en œuvre, peut-être dans votre commune? Merci beaucoup, Madame Suzanne. Donc, toutes ces actions développées doivent être intégrées dans nos plans de développement communautaire. Et nous voulons aussi que le projet Frexis appuie la commune, nos 3 communes à les mettre en œuvre. Donc, si je me fais comprendre, et nous voulons que toutes ces actions entreprises par le projet donc, soit appuyées et soit pris en compte dans le PDC. Et nous voulons aussi que le projet appuie la commune à les mettre en œuvre. Donc, le passage du développement à la mise en œuvre dans une manière soutenable nécessite aussi l'extension du réseau des villages, des villages non desservis à partir des mini-IP existants, création des mini-IP, multi-villages, création des postes autonomes d'eau, création des pompes à motricité humaine,
création des points d'eau modernes, des institutions publiques, dans les institutions publiques, les écoles, les lieux de santé, dans des marchés, les gares. Donc, Vraiment, c'est vraiment un processus complexe d'aller du développement d'outils à identifier ce que les populations ont besoin et après à vraiment le faire soutenable. Donc, je serais très curieuse de savoir qu'est-ce qu'Audrey veut peut-être ajouter dans une manière très rapide à ça. Oui, merci Suzanne. Je vais essayer de rester brève. Non, je pense que le challenge, il est là et en même temps, le fait que l'approche et le projet Frexus prennent en compte vraiment les différentes facettes hein, de l'analyse du conflit jusqu'à le dialogue avec les parties prenantes pour une meilleure compréhension du système, jusqu'au plan d'action, c'est déjà une force du projet, je pense, et de l'approche, de pouvoir déjà s'inscrire sur la continuité. Donc, je pense que ça, c'est un des aspects vraiment cruciaux pour la durabilité. Après, une des discussions qui est en cours aussi, c'est de voir comment s'assurer que l'outil restera valide sur le long terme et utilisé aussi. Ça rejoint la question des utilisateurs de l'outil qui a vraiment parcouru aussi les différentes étapes du processus participatif. Comment s'assurer que ce soit utile à tous, mais qu'en même temps, ça apprenne quelque chose aussi à chacun. Et je pense qu'au niveau de la durabilité, c'est aussi d'avoir cette flexibilité, en fait, de répondre aux besoins qui apparaissent, de vraiment valider aussi le processus et d'instaurer une certaine confiance aussi avec les acteurs qui sont impliqués sur le long terme et qui ont envie aussi de pouvoir participer à la suite du projet. Je pense que ça, c'est vraiment un aspect crucial, de pouvoir établir un climat où chacun a pu discuter de ce qui constitue pour lui un problème et une solution et d'avoir envie en fait d'y travailler aussi ensemble sur le long terme. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, évidemment. Merci Audrey. Bon, merci à tout le monde, merci à tous les panélistes pour vos réponses. Malheureusement, il ne nous reste pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions ou pour continuer cette discussion que je trouve très intéressante. Moi, j'ai appris beaucoup sur les liens entre les ressources naturelles comme l'eau, mais aussi le changement climatique de l'un côté, mais aussi les risques de conflit de l'autre. Et j'espère qu'on va continuer cette discussion sur les problèmes, sur les enjeux, mais aussi sur les solutions dans le contexte de cette Semaine mondiale de l'eau, mais aussi au-delà, j'espère, dans vos communautés, dans vos instituts, dans vos pays. Et avec ça, j'aimerais bien de passer la parole à Alexandre Mesnil. Alexandre Mesnil est le directeur du projet Frexus avec la GIZ et il va nous donner les mots de clôture. Alex. Oui, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci aux panélistes pour effectivement les interventions pertinentes. Merci à Suzanne pour la modération. Moi, j'avais prévu des petites notes, mais en fait, je vais me baser sur ce qui a été dit et toute la question, faire de la participation, faire des dialogues. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours mis en avant, mais comme ça a été dit juste à la fin par Audrey et au début aussi par Madame Busiti de l'Union européenne, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je crois que ce qui est important et repartir comme certaines idées, c'est que, comme l'a dit Audrey, l'approche, la valeur ajoutée, ça a été beaucoup centré la discussion autour de la valeur ajoutée de cette approche participative dans le cadre du Frexus en collaboration avec le partenariat pour l'eau, la paix et la sécurité. C'est la flexibilité. C'est un mot qui a été donné par Audrey et qui a été aussi mentionné par Madame la maire. L'idée est de ne pas arriver avec une solution comme c'est malheureusement
souvent fait, mais de donner la possibilité aux populations de s'approprier, d'être impliquées dès le début dans le processus. Il y a eu bien évidemment avec les ensembles des parties prenantes, ça a été mentionné, d'avoir cette approche multisectorielle, multipartite, pour avoir ces différentes perspectives et ça de commencer, ça a été mentionné par M. Compaoré, d'avoir un diagnostic conjoint qui est la base pour pouvoir commencer et pouvoir espérer avoir une vision commune. Et j'ai envie de dire, c'est à partir de là, on a vu, Madame la maire l'a signalé, à partir du moment où les populations ont pu, dans le cas de Dosso qui a été illustré aujourd'hui au Niger, où les populations ont pu, les agriculteurs, les éleveurs ont pu enfin aborder les questions, parce que très souvent, les experts ont une idée, les gens extérieurs ont une idée sur ce qui se passe, mais les populations qui sont confrontées, des fois, n'en parlent même pas parce que la tension fait que c'est difficile d'en parler. De prendre le temps, ça a été mentionné, de prendre le temps d'aller au rythme, d'être flexible, d'aller au rythme des gens, de pouvoir mettre un nombre de sujets sur la table, de digérer ces diagnostics qui sont faits pour pouvoir construire derrière. Ça, je pense que c'est une des valeurs ajoutées et c'est une des bases. Maintenant, pour finir, avoir une vision commune, arriver à l'identification, à avoir un consensus, comme l'a mentionné M. Lawali ou M. Compaoré de l'ABN, un consensus sur les mesures à mettre en œuvre. Se pose la question d'après de les mettre en œuvre. Et je retiens le point saillant de monsieur Lawali sur ces questions de gouvernance qui se confirment dans les discussions dans les pays d'intervention. C'est effectivement un aspect fondamental, un aspect clé dans toute cette complexité dans ces interactions, les aspects de gouvernance et j'ai envie de dire aussi un peu de moyens qui étaient retranscrits derrière le propos à la fin de Madame la maire. J'ai envie de dire que maintenant, c'est une bonne base. Ce qui est fait, c'est une bonne base de travail, d'implication dès le début, dans le diagnostic, dans les dialogues pour identifier ce qui doit être fait, avoir une vision commune partagée, mais comme à chaque fois, les problèmes qui existent, qui sont récurrents, de gouvernance, de fonds disponibles pour mettre en œuvre les actions, les mesures concrètes pour les populations. Et il se pose. Mais j'ose espérer qu'avec, comme ça a été un peu soulevé à la fin là, par Audrey de Deltares, l'approche même, l'intégration de la multitude d'acteurs et des décideurs dans ce processus permet de commencer à anticiper sur ces problèmes de gouvernance. Et je finirai sur un point qui a été plutôt soulevé par M. Compaoré de l'ABN, sur ces questions de aussi, on a beaucoup insisté aujourd'hui, beaucoup discuté sur l'aspect local. Bien évidemment, en tant qu'organisme de bassin, M. Compaoré a soulevé l'aspect de la discussion au niveau local transfrontalière, mais pas que. J'ai beaucoup aimé effectivement cette prise de recul, d'aller discuter, de voir la pertinence, de voir les opportunités qu'il y avait pour la situation transfrontalière et la situation régionale, que ce soit dans les schémas d'aménagement au niveau régional. Le SDAGE a été mentionné pour l'ABN, même au niveau local, le PDC par Madame le maire. Donc, il y a une bonne base, mais il y a encore du travail. Et sur ces questions aussi complexes, eh bien évidemment, il faut du temps. Voilà. Ça sera tout pour moi. Je crois qu'on arrive pile poil à l'heure. On a été hyper très bon, j'ai envie de dire, sur la gestion du temps. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Suzanne pour la modération toujours excellente. Pour Madame Musetti pour sa disponibilité et dire quelques mots et la perspective de l'Union européenne et pour nos partenaires et panélistes pour avoir ce retour d'expérience. Et je vous invite à continuer ces discussions qui sont fascinantes, très intéressantes et qui ne peuvent hélas pas se régler en 80 minutes. Donc, je vous invite à continuer ces discussions dans le cadre de la Semaine mondiale de l'eau ou via nos sites respectifs GIZ, du Nexus ou du Partenariat pour l'eau, la paix et la sécurité. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, à bientôt.